Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume Meurice. Oui, c'est moi. Présent. C'est vous. Présent, je suis là. Vous. Oui. Vous êtes l'invité du Festival Colère du Présent. Ouais, 20e ça fout la pression, ça, déjà. Ouais. Ouais, ok. Vous auriez pu être invité à titre d'animateur, d'humoriste et de satирiste en radio, ce que vous faites sur France Inter depuis quelques années. D'humoriste engagé, on pourrait discuter du terme, enfin en tout cas plutôt engagé d'un côté que de l'autre d'un échiquier politique. Tiens donc. Je vois, d'accord, c'est un réquisitoire. D'alter humoriste. Okay. Avec nos impôts. C'est ça. Je vous vois venir. Hein. Mais sans nos impôts, vous avez publié un roman qui est votre deuxième roman, après Cosme, qui est sorti chez Flammarion il y a 3 ans. Cosmé même, parce que c'est Cosmé, oui, je vais le dire tout à l'heure, et qui est repris en folio. Celui-ci, paru début mars de cette année aux éditions Jean-Claude Lattès, s'appelle « Le roi n'avait pas ri ». Et vous êtes déjà exprimé à propos de ce livre, notamment chez Daniel Schneiderman. J'attire l'attention sur ce lien parce que c'est une longue discussion très intéressante sur le statut du bouffon, qui est celui du personnage principal de ce roman historique, qui est aussi le vôtre. En quelque sorte. À l'heure actuelle. Ouais. Il y a des parallèles, il y a des points communs. Pour autant, on va commencer par le livre, parce que si des rapports se font sans cesse tout du long, entre ce que vous faites, ce qui se passe dans ce livre et ce que dit ce personnage, c'est un roman historique au plus légitime sens du terme, puisque la fiction et l'histoire se déroulent dans des moments historiques précis. Ouais. Le personnage principal est un bouffon de deux rois, qui s'appelait Triboulet. C'est ça. Qui a réellement existé. Ça, c'est sûr que oui. Mais, là s'arrête ma documentation. Ouais. Moi, j'en suis resté à Wikipédia et autres qui vous disent des Triboulets, il y en a eu 2. Donc, il y en a eu au moins 2. Au moins 2. Donc, ma première question réelle sera celle-là. Pour écrire cette vie, cette ascension et cette disgrâce d'un bouffon du roi au XVIe, à une époque cruciale des débuts de l'ère moderne. Ouais. Comment avez-vous procédé? Et qui est Triboulet? Ah là là, deux questions en une. Toujours. Alors, comment j'ai procédé? Déjà, je suis assez nul de base en histoire. J'ai vraiment pas de formation là-dessus. Et mes souvenirs d'école sont beaucoup trop lointains. Et j'étais beaucoup trop médiocre dans la discipline pour me rappeler de quoi que ce soit. Donc, j'ai beaucoup lu, comme un autodidacte qui a ce complexe-là. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup discuté avec des historiens. Alors ça, c'est l'avantage quand on fait un peu de radio et qu'on a la chance comme moi d'avoir une petite notoriété, c'est que j'ai pu contacter des gens et ils m'ont répondu tout de suite en me disant « Ah oui, on voit qui vous êtes, etc. » Donc, avec plaisir pour vous aider. Donc, notamment 2 personnes que je voudrais remercier, qui s'appellent Guillaume Berton, qui est un universitaire, donc qui est spécialiste de cette période, qui est vraiment la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, fin 15e, début 16e, et Cédric Michon, qui est un des spécialistes français de François Ier, à qui j'ai pu poser plein de questions. Et comme ça, j'ai eu une sorte de filet de sécurité, on va dire. Je savais qu'avec ces 2-là, si j'écrivais des conneries, ils allaient me le dire tout de suite. Donc, je me suis lâché dans l'écriture et les 2 m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, de toute façon, de Triboulet, de cette période-là, des bouffons même en général, il reste tellement peu de traces qu'en tant que romancier, tu peux te permettre de te faire plaisir dans la fiction, d'imaginer des choses. Eux, ils ont pu me dire, voilà, on sait que c'est des personnages qui étaient dans l'entourage du roi, qui avaient le droit de leur dire toute la vérité, toute leur vérité, d'user de sarcasme, de moquerie. On sait qu'ils avaient des limites, on peut supposer, et moi j'ai pris ce parti-là dans mon livre, que les limites étaient ne pas se moquer des femmes du roi, donc de la reine des favorites et de la favorite et des maîtresses. Et on sait, par exemple, j'ai repris dans mon livre aussi le fait que le frère de Triboulet était embauché aux cuisines du château. Ça, on le sait parce qu'il y a un livre de dépenses avec marqué le salaire de Nicolas Le Férial, entre parenthèses, frère de Triboulet. Mais ce qui nous reste, c'est vraiment que des traces. Donc les historiens professionnels et de ce que j'ai lu des biographies des rois, il y a vraiment très peu de choses. Donc ce qui était à la fois un problème pour moi au départ en me disant, bon là je pars, je suis un peu sec quoi, et à la fois un énorme avantage qui est de pouvoir imaginer plein de choses. Et alors, parmi ces faits avérés ou pas avérés, quelque chose qui est très important pour ce personnage, c'est sa difformité et son milieu d'origine. On part de là. On part de là. Les parents, c'est assez atroce.
c'est pas facile. Ah, c'est pas pour simple, démarrer. la vie lui a pas fait de cadeau. Voilà, ça c'est documenté ou Non, ça on sait rien du tout. inventé? Non, vraiment, ça on sait rien du tout. Quand on disait tout à l'heure, il y a eu au moins 2 triboulets, donc on sait qu'il y en a eu un du temps du roi René d'Anjou. Mais alors là, c'était bien avant. Et on sait qu'il y en a eu au moins un à cette période-là. On ne sait pas, les historiens ne savent pas aujourd'hui si le triboulet de Louis XII est celui de François Ier elle-même. Moi, ce que j'ai lu dans les livres, même Rabelais parle de triboulet, lui pense que c'est le même, mais c'est que des supputations, quoi. Il n'y a vraiment rien de précis, et je pense qu'il n'y aura jamais rien de précis, parce qu'on n'a pas de biographie de triboulet, on n'a pas de traces écrites, autres que des livres de comptes et de dépenses. Donc, il y en a peut-être eu même 4 ou 5, on ne sait pas. Triboulet, c'était un peu un nom général des bouffons. Ce que je me disais, à l'époque, c'était tribulation, être un peu triboulé, être un peu dérangé. C'est sûr qu'il y a eu déjà des adaptations littérature et autres de ce personnage-là. Ouais. Vous parliez d'Hugo tout à l'heure dans des Ouais, Victor Hugo, dans des le roi. Le titre est un clin d'œil à la pièce de Victor Hugo qui s'appelle Le roi s'amuse. Ouais. Et alors lui, pareil, c'est pur fantasme d'auteur, puisqu'il invente une... Enfin, je ne veux pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas Le roi s'amuse, mais il invente une fille à Triboulet qui devient... que François Ier drague plus que ça. Même. Je ne spoile pas. Voilà, on s'arrête là. Lisez-le. Mais ouais, il peut inventer plein de choses, et comme moi, j'ai pu inventer plein de choses. Je ne me compare pas à Hugo, attention, hein, je vous prévenir. non, c'est pas ce que j'allais demander. C'est plutôt ce qui est intéressant, du coup, c'est le fait que ce triboulet ait eu plusieurs existences, deviennent réels et fictionnels. Ça en fait un personnage générique, d'une part. Ouais, c'est ça. Alors, ce que vous disiez, c'est que ça vous laisse un peu libre de l'interprétation, mais ça permet aussi de s'emparer de la figure du bouffon. Ça fait un symbole, ouais. Oui, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est la figure du bouffon. Triboulet, c'est un peu le bouffon star des bouffons, puisqu'il y a eu plein d'anecdotes qui lui sont attribuées après, qui ont été des anecdotes qui étaient à la base attribuées à d'autres bouffons. Mais comme c'est lui qui est devenu un peu le leader dans son secteur d'activité de la bouffonnerie, de l'entertainment, c'est à lui qu'on les a attribués après. La Renaissance, on a tendance à dire que c'est une invention du 19e siècle. Donc, dès qu'il y a eu une sorte de roman national, comme on appelle ça, qui a commencé à être écrit et divulgué dans les livres, on a beaucoup attribué à Triboulet des anecdotes qui venaient d'autres cours, même des cours européennes. Il y avait des bouffons dans toutes les cours européennes, donc Triboulet est un peu devenu le symbole de ce positionnement, donc qui est à la fois qui est très ambigu, puisqu'il est à la fois autorisé, le sarcasme autorisé par le pouvoir, et en même temps, il a quand même le droit de dire ce qu'il veut, en même temps la liberté totale, quoi. Presque. Presque totale. Là aussi, on ne spoilera pas, puisqu'on sait dès le départ qu'il s'agit d'une chute. Dès le début du livre, il nous a dit que la disgrâce arrive. J'ai déjà dit tout à l'heure. C'est une chute ratée, donc c'est une chute tout court. Le livre chemine vers ça. Donc il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas toute la liberté. Mais parce que la liberté, et là on va faire de la philosophie, la liberté est toujours contrainte dans un cadre. C'est le gros paradoxe de la liberté. C'est que la liberté s'inscrit toujours dans un cadre autorisé. Et, la liberté d'expression, par exemple, pour prendre celle qui nous intéresse, c'est que Triboulet... elle a sa limite, dont je parlais tout à l'heure. La liberté d'expression d'aujourd'hui, elle a sa limite qui peut être la loi, par exemple. On n'a pas le droit de diffamer ou d'injurier publiquement. Et toutes les libertés sont comme ça. La liberté de circulation, il y a des feux rouges. Voilà. Donc c'est le gros paradoxe de la liberté, ouais, c'est ça. Mais c'est aussi un espace de création, la liberté. Ça, je reprends quelque chose dont vous avez déjà un peu discuté avec Schneiderman, à ce propos-là. Donc ça se relie avec votre activité contemporaine, mais c'est-à-dire, vous avez dit à un moment que c'est aussi une forme de contrainte, en fait. Et il y a des très belles phrases dans le livre là-dessus, c'est-à-dire, et qui pourraient être... Alors évidemment, on a bien compris déjà physiquement que Triboulet n'était pas vous, hein. Je vais chercher dans mes notes, mais cette phrase-là, elle m'a importé. Non, parce que je suis plus grand. Je fais la taille de François Ier. C'est vrai ? 1m90, paraît-il. Ouais, il était grand comme ça, François Ier. Ouais. Il était costaud, a priori. Il y a quelque chose d'assez beau là-dessus. La prise de masse et du gainage. Divertir sans glisser, chercher la limite, le point d'équilibre. C'est ça, ouais. Et à un moment, ça pourrait définir, à cet endroit-là, il y a des endroits comme ça où vos deux activités, la vôtre maintenant, celle de Triboulet, ça pourrait prendre fonction de manifeste. Si je ressors comme ça en sortant de leur contexte, ce que vous exercez, ce qui vous intéresse dans l'humour et dans la prise de risque, que ça... relative, mais oui. Pas la même que celle de Triboulet, que ça constitue. C'est aussi que dans cet espace-là, le fait de fabriquer quelque chose,
je vais essayer de ne pas faire trop long, mais que la contrainte rend libre, hein, c'est ce qu'on dit en poésie, c'est ce que disent les Oulipiens, la forme versifiée pour réévoquer Cosme et le poème. Vous, le fait d'être dans cette position qui n'est pas la même crucialement que celle du Triboulet, mais quand même d'être, pour reciter ce que vous disiez avec Schneiderman, sur une radio publique, à faire de l'humour un peu à rebrousse-poil, elle est finalement intéressante autant que problématique dans l'exercice. En tout cas, oui, moi ce qui m'intéressait, c'était ce questionnement-là. On n'est ni des rebelles de la démocratie, puisque de toute façon, en étant sur France Inter, sur une radio publique, dans le groupe Radio France, on est forcément quelque part, peut-être le mot est trop fort, mais autorisé à être là, de toute façon. Si vraiment on était trop rebelle ou trop dérangeant pour le pouvoir, on serait viré en un claquement de doigts. Donc c'est ça toute l'ambiguïté. Et en même temps, ah non, je ne vais pas utiliser cette expression beaucoup trop galvaudée. Et en même temps, il y a un truc dans le rire qui fait peur au pouvoir, puisque le pouvoir aime bien cadrer, tout gérer, tout pouvoir, tout bien anticiper, et que rien ne déborde. Et dans le rire, c'est le contraire. Le rire, c'est le contraire de ça. C'est un truc qui explose à un moment donné, qui pète le cadre. Donc, il y a aussi ça. Hein. Alors oui, moi, je me pose la question de mon positionnement, évidemment, en tant que satiriste, à cet endroit-là, mais je sais aussi que j'ai cette faculté quand... Je sais, par exemple, pour utiliser des trucs précis et pour ne pas partir dans la théorie, qu'il y a des hommes politiques qui ne veulent pas venir devant Charline et moi le matin. Qui ont dit non, Depuis un certain ministre de l'Intérieur ? Non, mais même avant. Oui, depuis Darmanin, parce qu'on a fait Darmanin. Oui, voilà. Il y a une double donc, il y a ça aussi. d'ailleurs. Alors, je ne dirais pas que c'est un pouvoir ni une force, mais il y a cette ambiguïté-là m'intéressait vachement. Et Triboulet a à peu près le même positionnement à ce niveau-là, dans l'ombre du pouvoir et à la fois libre de le taquiner sévèrement, quoi. Il y a deux, pardon, je finis là-dessus. Allez-y. Il y a évidemment deux grosses différences. C'est que nous, on ne risque pas notre peau, hein, clairement. En tout cas, le pouvoir n'a pas ce pouvoir-là de nous couper la tête. Pour l'instant. Et la deuxième différence, c'est que nous, on ne doit pas faire rire le roi. Triboulet, avant de faire rire les autres, était censé faire rire le roi. Les autres guettaient pour voir si le roi rigolait. Et si le roi rigolait, il s'autorisait à rire. C'est ça. Tout tient de là. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est décrit dans le livre aussi, c'est la cour. Ouais. La cour, c'est un phénomène qui a toujours existé, mais là, c'est pas la même. C'est ça. Le Triboulet est là parce qu'il fait rire le roi une fois, puisqu'il le refait rire, et il est là tant qu'il le fait rire. C'est ça. Ça, c'est... Ça vous intéressait de le décrire, ça aussi ? Ouais, carrément. Ouais. Je l'ai vécu à moindre échelle, mais c'est les mêmes, parce que j'aime bien parler de structures. Et c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes structures. Le pouvoir, c'est toujours le même, toujours très vertical, codement vertical en plus, quoi. Pour l'anecdote, pour donner un peu du concret là-dedans, moi j'ai commencé dans les cabarets, je fais pas mal de cabarets, et souvent il y avait des CE à l'époque où on avait le droit de faire des spectacles, tout ça, et donc parfois il y avait le patron qui invitait son entreprise, donc il y avait une tablée de 20 personnes, et nous avec des copains on faisait des sketchs, on passait les uns après les autres, et c'est vrai que si le patron rigolait pas, personne rigolait. Donc il y avait des petites techniques de cabaret qui consistaient à choper, à regarder où était le patron, pour le prendre à partie, pour le dérider un peu, et bim, après, tu avais toute la tablée. Mais, alors évidemment, ce n'est pas le roi, puisque c'est le patron chauffagiste. C'est ça. Non, mais ça reste quand même le même positionnement, quoi. Il faut d'abord faire rire la personne puissante pour que ça autorise les autres à rire. Moi, ça me rendait un peu fou, mais en même temps, c'était la réalité, j'étais obligé de faire avec. Et donc lui, c'est ce qu'il vit pleinement, et donc c'est là où l'analogie avec l'époque est pas possible, hein, même sur un esprit de cour. Mais ça constitue aussi, ça a une fonction politique presque perverse. Ça lui est dit un moment par son éducateur, son gouverneur, qu'il sert à quelque chose. Il sert aussi politiquement au roi pour asseoir son autorité. Il y a un passage où c'est explicitement formulé. Le roi utilise... alors pour reprendre avant, les bouffons viennent d'une tradition qui est la fête des fous. On va dire c'est une espèce de carnaval encore plus déglingué, quoi, où tous les rôles étaient inversés, où tout était permis pendant X jours dans les rues, c'était à grosse bamboche, pour reprendre des termes d'actualité. Et ça permettait au pouvoir de circonscrire le besoin des gueux
de se rebeller, de s'affirmer, de dire ce qu'ils ont envie de dire en un certain nombre de jours. C'est-à-dire qu'après, hop, on était telle date, elle est terminée, rentrez chez vous. Maintenant, ça recommence comme avant. Vous avez pu vous défouler en gros. Et le bouffon est venu après cette tradition-là. Enfin, c'est une espèce de fondu enchaîné. Évidemment, il n'y a pas eu de date limite, bien sûr. Circonscrire la même chose, en fait, ce besoin de défouloir, mais dans une personne. Ce qui est encore plus pratique et encore plus malin, parce qu'il suffit de lui couper la tête pour que ça soit terminé. Donc, oui, donc évidemment, oui, le bouffon peut facilement devenir un outil. Et si le roi l'accepte autour de lui, c'est pas pour rien, quoi. C'est qu'il en a besoin. Donc, déjà pour faire preuve de magnanimité, regardez comme je tolère bien le sarcasme, je ne suis pas dupe, je suis lucide, je suis le plus fort. Et aussi s'en servait sans doute pour vanner ses conseillers. Quand il y avait des gens qui devenaient un petit peu trop dans son entourage, qui prenaient un petit peu trop de place, un petit peu trop arrogants, il pouvait se servir de son bouffon pour leur rabattre un petit peu le caquet. Donc oui, c'est aussi un outil. C'est pour ça que Triboulet se pose la question à un moment donné, est-ce que je ne suis pas, en fait, je ne sers pas à cautionner la domination, quoi. Et il se la pose explicitement. Et il se la pose explicitement. Même, il est 2 fois fait mention de la fête des fous et du carnaval. Ouais. Au début, alors que Triboulet n'est rien qu'un être difforme et misérable. Oui. Et à la fin, enfin vers la fin, proche de la fin. Et à la fin, il a les outils pour l'analyser. C'est ça. Et ça, c'est par ailleurs un des intérêts du livre aussi. C'est un roman de formation. Oui, je voulais pas faire une thèse sur l'humour et le rapport du rire, parce que rien que de dire ça... Mais sans être édifiant dans sa forme, pour le coup, le livre, et là aussi, me semble recouper quelque chose donc, qui doit vous être sensible, avec le premier bouquin, avec Cosmé, sur l'importance, en fait, de cette éducation. L'importance de l'apprentissage, puisque surtout à ce moment-là, l'apprentissage, il faut qu'un coup de bol comme ça lui tombe dessus pour que ce soit possible. Et ça me semble être un des thèmes qui cheminent. Un peu sous-jacent, ouais. Et qui est assez passionnant, c'est-à-dire que s'il a les outils pour analyser sa propre situation, c'est bien parce que pas elle a été mis dedans, mais qu'elle a été formée aussi. Ah oui, c'est sûr, il a un gouverneur, donc ça c'est un nom... une fois de plus, on ne sait pas si ça a été le gouverneur de Triboulet ou d'un des Triboulets, etc., etc. Mais c'est un nom qui revient souvent dans les biographies et dans les livres d'histoire de cette période, le Vernois, donc j'en ai fait le gouverneur de Triboulet, certainement quelqu'un qui a été aussi pas mal en contact avec François Ier dans ses jeunes années. Oui, parce qu'il vient de la rue, Triboulet, à la base, c'est vraiment un gamin qui naît dans... Enfin, mon Triboulet, qui naît dans la misère, avec des parents qui ne lui donnent même pas de prénom. Enfin, voilà, il vient vraiment du bas de l'échelle. Donc, il a une espèce d'instinct, de réflexe qui est de répondre au sarcasme, et il découvre que le rire peut être une vraie bonne défense contre les agressions qu'il subit, mais cet instinct-là et ce réflexe, il va falloir pas le modeler, mais en tout cas Ouais, on pourrait presque, en fait, on pourrait presque dire le modeler et apprendre à s'en servir en tout cas. C'est comme s'il avait découvert un super pouvoir et qu'il savait cracher du feu, mais pour pas cracher du feu partout tout le temps, il va falloir un peu canaliser la chose. Oui, il y a un peu de ça quand même. Ouais. Ça part d'une énergie assez vitale, c'est comme ça que c'est dit au début, c'est dans une situation critique. Ouais. Il lui sort une vanne, parce qu'il n'y a que ça à faire, enfin il n'a que ça. Parce que c'est son réflexe. En fait, il ne réfléchit même pas, quoi. Mais ça, c'est des choses que moi j'ai expérimenté. Là, c'est là où le parallèle avec mon parcours peut marcher. C'est que dans la cour d'école, qui est un endroit assez hostile quand même, quand on est gosse, pour trouver sa place, il y a ceux qui vont, je sais pas, être bons en sport, il y a ceux qui vont être plutôt dans leur coin. Enfin, il y a plusieurs types d'attitudes possibles. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu l'attitude de faire des blagues, quoi. Donc, à chaque fois que quelqu'un venait m'emmerder, je le renvoyais chier en faisant une blague, et c'est vrai que ça fonctionne bien, quoi, pour trouver sa place. Je savais pas qu'on pouvait en faire un métier à l'époque, mais j'ai toujours considéré que l'humour c'était un moyen de défense, plus que d'attaque, quoi. Je considère même pas que c'est un moyen d'attaque d'ailleurs. Mais de défense, oui, ça permet de mettre directement la réalité à distance, qui nous arrive à distance, et c'est prodigieusement efficace. Mais ça, c'est intéressant parce que si on reglisse sur les choses très sérieuses, j'aime bien glisser. La question morale de l'humour, vous dites, c'est un outil de défense et pas d'attaque.
Oui, dans le cas de Triboulet, on voit bien d'où ça vient. Mais après, c'est cruel aussi. Alors sans doute dans la cour avec des gens qui le méritent, qui sont plus puissants que lui, et ok. Mais là, si on prend à l'échelle contemporaine, on sait aussi que dès lors qu'il ne s'adresse pas que aux puissants, ça peut être un outil de moquerie et de... Ah oui, oui, oui. Voilà, relayer les buzz, enfin je ne fais pas les Ouais, réseaux ouais, sociaux, etc. Les chambres d'écho possibles font que ça peut être quelque chose de cruel et quelque chose de l'ordre de l'attaque. Et je sais que ça vous intéresse aussi. C'est pas pour rien que je pose la question. Ouais, Si ouais, vous avez parlé de ça avec Schneiderman sur la télé, par exemple, sur le fait de ne pas faire des télécrochets pour ne pas mettre les gens en difficulté. Ah oui, là on revient sur ce que je fais à la radio. Sur ce que vous faites sur l'humour, c'est-à-dire de Triboulet, humour de défense de là d'où il vient, mais sur un reproche en me faisant l'avocat du diable qu'on pourrait vous faire, genre vous êtes méchant, vous moquez, voilà, d'où ce droit et moralement comment ça se justifie. Oui, je vois. Bah, alors sur mes micro-trottoirs, c'est assez simple. Moi j'ai toujours refusé de faire ce que je faisais à la télé pour la simple et bonne raison que je ne veux pas pointer du doigt telle ou telle personne, mais ce qui m'intéresse c'est les discours. C'est ça. Donc, je ne veux pas que le lendemain matin, dans la rue, la personne que j'ai interrogée la veille soit reconnue et elle dit « Ah, t'as dit de la merde à la télé hier, ça m'intéresse vraiment pas du tout, du tout. » Mais par contre, le discours tenu m'intéresse, mais que ce soit par X ou Y. C'est pour ça que je cite jamais les noms des gens dans mes chroniques, sauf les gens qui ont un porte-parole quelconque, ou des gens élus, ou des gens qui ont en tout cas une fonction de prise de parole publique. Mais sinon, c'est vraiment uniquement le discours qui m'intéresse. Ouais. Et là encore, je trouve, je considère que c'est une défense par rapport à ce que j'entends. L'humour, c'est une défense par rapport à ce qu'on entend, quoi. Quand les gens me disent des trucs dans mes chroniques qui peuvent aller du propos raciste, homophobe, sexiste, enfin voilà, tout ce que j'ai tendance à diffuser allègrement. Si je ne mets pas ça à distance avec des blagues... c'est sûr que c'est assez difficile à entendre, je considère. Et le langage et les langages. Il est question, le mot n'est pas dans le livre, mais on nous parle beaucoup à notre époque d'éléments de langage. Au pluriel, les politiques sont farcis et les communicants sont farcis d'éléments de langage. Ouais. Et je me suis dit, l'analogie là, elle ne tient pas, sauf à un moment, puisque le poète officiel, Marot, fait un récit de Marignan, que j'ai trouvé intéressant parce que du coup Marignan, là on est aussi dans les mythes, quoi. Marignan 1515, c'est la date qu'on connaît le mieux, c'est la bataille héroïque. Sauf que Triboulet y est, et lui est absolument horrifié par ce qu'il voit, donc par un réel, le réel de la guerre, et il est doublement horrifié par le récit qu'en fait, le récit en élément de langage, c'est quelque chose de l'ordre de l'héroïsme, mais voilà, la littérature officielle. Et je pense qu'à cet endroit-là, ça se rejoint. En fait. Oui, ça se rejoint un peu. C'est exacerbé aujourd'hui parce que les politiques comptent, comme on est censé être en démocratie, les politiques comptent sur l'opinion publique. Donc ils ont le nez sur les sondages. À l'époque, quand même beaucoup moins. Mais quand même, le roi avait besoin d'asseoir son pouvoir, alors pas tellement sur le peuple qu'on dirait aujourd'hui, ou sur les serfs, voilà, parce qu'on est à la fin de la féodalité, mais plutôt sur les seigneurs et sur les gens puissants des territoires qui gouvernent. Donc il a quand même besoin de faire passer le message que c'est un roi puissant. François Ier a toujours eu ce délire de chevalerie. C'est pour ça qu'il se fait attraper à Pavie comme un con en partant tout seul à l'assaut. Il coupe sa ligne de canon et les canons ne peuvent plus tirer, donc les mecs le chopent. Parce qu'il a toujours eu ce délire de chevalerie. Il y a un tableau très célèbre où il se fait faire chevalier par Bayard, donc agenouillé et tout. Mais tous les historiens disent non, ça ne s'est jamais passé en fait. C'est juste, c'est de la propagande, quoi. Enfin, aujourd'hui, on appellerait ça de la propagande, c'est un peu anachronique, mais c'est les débuts. En plus, c'est les débuts de l'imprimerie. Donc voilà, c'est un peu l'équivalent d'Internet. Il devait y avoir des mecs qui disaient à l'époque, mais vous vous rendez compte, avec l'imprimerie, tout va trop vite, les fake news se répandent. Pour le coup, théoriquement, il y a un peu de ça, quoi. C'est des moments historiques comparables. Alors là, on est entouré de propagande. Une question que je voulais poser il y a longtemps de cela déjà. J'ai une réponse. Au tout début de cette discussion, mais ça va nous permettre de repartir de reparcourir différemment. La genèse. Du projet. Du projet, pas le texte. On aurait pu parler de la genèse. Non, mais je suis nul. Mais non. En science-fiction, je suis nul. C'est ça. Triboulet, vous l'avez concrètement rencontré comment? C'est-à-dire, est-ce que c'est le hasard qui met Triboulet sur votre route et vous dites quel personnage, et de fil en aiguille,
vous vous dites que ça peut être intéressant de parler du bouffon, ou est-ce que vous avez cette obsession, ce thème-là, et Triboulet tombe sous le coup de l'obsession? C'est plutôt la réponse B. Je voulais faire... réponse B. Non, je voulais faire... oui, la figure du bouffon m'intéressait, et j'en avais un seul en tête, parce que j'ai une formation en théâtrale, donc j'avais vu la pièce Le Roi s'amuse de Victor Hugo, et Triboulet était joué par Denis Lavant, d'ailleurs, c'est vachement bien. Donc j'avais ce nom-là, et puis en commençant à me renseigner sur la thématique, je me suis rendu compte, oui, c'était un peu devenu le symbole des bouffons de cour, en tout cas en France. Ouais. Donc c'est assez naturellement que oui, j'ai commencé à m'intéresser à lui. Et alors, ce qui est étonnant, je suis en train de me dire, c'est que c'est peut-être le moins, puisque c'est la première personne dans le livre, c'est la conscience qui, oui, c'est le narrateur. Oui, j'ai écrit la première personne. C'est le moins directement théâtral en fait. Par contre, il y a du théâtre autour. Il y a des répliques. Ouais. C'est présent dès le début. C'est un tissu dans l'émanation populaire qu'est la sienne. C'est-à-dire qu'on sent un plaisir. Alors, est-ce que c'est Rabelais derrière? Est-ce qu'il y a des lectures? Ou est-ce que c'est le théâtre? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? À faire résonner cette langue-là. Deux questions dans la question. Ah ouais, ok. Pourquoi et comment? Ça vous plaît? Thèse, antithèse, synthèse. Là, ça vous plaît, mais êtes-vous allé vous documenter ou est-ce que vous l'avez fait totalement librement? Non, réponse A. Mais à chaque fois, il y a deux choix, donc c'est bien. Réponse A, monsieur. Ça me plaît, non, ça me plaît énormément. C'est les choses les plus faciles à écrire pour moi, c'était ça. Enfin, les éléments les plus fastoches, c'était les répliques. Parce que je me suis toujours imaginé à sa place en me disant, tiens, qu'est-ce que moi j'aurais répondu? Et comme je fais ça tous les jours à la radio, écrire des blagues en gros, c'était vraiment le plus simple pour moi. Et c'est là où je me suis le plus amusé. Et je voulais avant tout qu'il y ait encore une fois, je disais tout à l'heure, je ne voulais pas faire une thèse sur le rire et le pouvoir. Je voulais avant tout un plaisir de lecture. Je voulais que voilà, les gens qui lisent soient embarqués dans l'histoire. C'est plus ça qui m'intéresse que finalement ce qu'il en ressort. Et ce qu'il dans le fond, je veux dire, quoi. On est d'abord ce plaisir-là. Donc, je suis passé égoïstement par le plaisir d'écriture. Le plaisir de la blague. Mais je ne parle pas que des blagues. On va y venir, parce qu'il y a à faire. Dès les premières mentions de Triboulet, dès sa naissance, on l'appelle Laidron. Ouais, c'est pas ouf. Avec des apostrophes. Ce que j'évoquais, c'était ça, c'est-à-dire ce parler populaire-là aussi. Ah oui, au-delà des sentences. Ouais, d'emblée, on est dans quelque chose qui est oral, qui aurait pu ne pas. Enfin, ouais. Souvent, les livres de reconstitution historique s'embarrassent pas trop d'aller faire parler du patois. Moi, c'est ça qui me faisait plaisir. Hein. C'est ça qui me faisait marrer. Ça rend l'ensemble plus vivant. Qu'il y ait des dialogues, qu'il y ait des scènes de vie de lui et de sa famille. Et en plus, les trucs les moins faciles pour moi à écrire, quoi, les plus tarabiscotés, c'est les scènes de description, ces choses-là, quoi. Je me suis un peu mis la pression là-dessus, donc j'ai lu pas mal de bouquins sur qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque, comment on s'habillait, comment on vivait, à quoi ressemblaient les maisons, quel était le rapport à la mort, aux enfants, à la famille. Et donc, comme j'y connaissais vraiment rien, je me suis pas mal documenté. Et la chance que j'ai, c'est que mon éditrice, on n'a pas bu de bière, c'est pas vrai. Mon éditrice, c'est Clara Dupont-Mono. Qui s'y connaît. Et donc, avec qui j'ai une vraie forte complicité grâce à la radio. S'y connaît puisqu'elle a fait 2 livres sur Aliénor d'Aquitaine. Donc, elle connaît très bien cette période-là. Donc ça aussi, ça a contribué à ce petit filet de sécurité dont je parlais au début de l'entretien. Et voilà, j'ai pu me lâcher, en tout cas, on va dire dans une première version, en me disant, je peux mettre ce qui me passe par la tête, et puis après on repassera derrière en disant, non, là c'est trop anachronique, là ça va pas, là le rapport n'était pas tout à fait le bon. Donc voilà. Aliénor, qui est une vache, c'est une vanne au passage. Exactement, c'est un petit clin d'œil au livre de Clara. Et ça, je trouve ça intéressant parce que le livre, il est dans une économie qui n'est pas forcément celle du roman historique, tel qu'on l'entend parfois. C'est-à-dire, on a parfois l'impression, en tant que lecteur, que c'est un peu long, le roman historique, que c'est un peu empesé de tous les détails que l'auteur est allé chercher. Ah oui, alors là, il me semble que l'idée, ouais. c'est intéressant que vous... Moi, je voulais que ça vive, je voulais pas être exhaustif sur une... De toute façon, je n'en avais pas les moyens, c'est pas mon métier, quoi. Ouais, mais vous êtes quand même allé vous documenter pour aboutir à des saillies qui sonnent juste, à quelques scènes qui n'aient pas l'air... Il fallait que le décor il soit costaud, quoi, pour faire évoluer mon personnage dedans et mes personnages, quoi. Il fallait que le décor il soit solide. C'est sûr que si le décor n'était pas crédible dès le début, en tant que lecteur, on se dit c'est un peu bizarre, quoi. Une fois que le décor est solide, qu'on a bien les images en tête, voire même les odeurs, les bruits, qu'on est imprégné dedans, alors à ce moment-là,
l'histoire peut commencer. Et là, on va s'amuser. Et là, et les blagues. Et les blagues. Et il y a une mise en abîme absolue dans le livre à un moment, c'est-à-dire qu'il y a la question terrible qu'on peut poser à un humoriste, qui est comment faire rire. Ouais. Il y a un cours de rire. Impossible, c'est impossible. Moi, on m'a parfois demandé, il y a quelques cours de one-man show à Paris, on m'a parfois demandé d'être prof ou d'animer un atelier, mais j'ai toujours refusé, quoi. Cours de théâtre, oui, mais apprendre à faire rire, c'est impossible. Et en plus, on a tous ça en nous, on fait tous des blagues dans la vie, enfin, c'est pas un truc spécifique. Moi, encore une fois, j'ai la chance qu'on me donne de l'argent en échange, mais sinon, je le ferais gratuit. Hein. Il ne faudra pas le dire ça aux gens qui payent. Non, mais c'est vrai, on a tous. Ouais. Par exemple, j'ai voulu commencer. Je sors un peu de la question, mais j'ai voulu commencer le bouquin par un bide. Ce qu'on ressent quand on ne fait pas rire. Mais ça, on l'a tous expérimenté. Une fois dans notre vie, on était en soirée, voilà, en disant j'ai la blague du siècle, et puis en fait, que ça ne marche pas. On a tous ressenti ce malaise. Il ne s'agit pas d'être. Là, il se trouve que oui, sa profession, c'est bouffon, et moi, ma profession, on va dire, c'est humoriste. Mais c'est commun à tout le monde, en vrai. Mais j'ai oublié la question, parce que j'ai bien conscience que je n'ai pas répondu à la question. La question, c'était je repensais à cette scène, en fait. Ah oui, c'est exemplaire quand la reine, qui est tout sauf drôle, qui est austère, quand quelqu'un qui n'a pas d'humour, on lui demande « Expliquez-moi comment faire rire l'embarras dans lequel je vais vous dire de quoi je suis parti. Alors, ça n'a absolument rien à voir. Je suis parti d'une scène de L'aile ou la cuisse, direz-vous. Il y a une scène de L'aile ou la cuisse où donc c'est Coluche qui est clown, donc c'est le fils de De Funès. De Funès veut que son fils reprenne son business de critique gastronomique, hein, je crois, si je ne m'abuse, hein, c'est ça. Et Coluche, il veut faire clown, et ils partent en tournée, et Coluche ne dit pas à son père qu'il va faire suivre son cirque pendant toute la tournée. Donc, voilà. Et De Funès surprend. Je suis nul en racontage de scènes de film. Hein. Je vais essayer de faire un effort et de bien me concentrer. En plus, on n'a pas bu de bière. Ok. Et De Funès surprend Coluche qui est en train de faire le clown sur scène, sous le chapiteau, en train de faire ça. Et il monte sur scène, il interrompt le truc en disant « c'est nul, qu'est-ce que tu fais? C'est tout pourri, moi aussi je peux le faire ». Il le fait, il balance le seau, ils ont plein de Monserrati, il balance le seau, personne ne rit. Et j'en viens là où je voulais en venir. De Funès, il dit à Coluche « pourquoi moi ça ne marche pas quand je le fais ?» Et Coluche, il dit « parce que tu n'avais pas envie ». Et il faut avoir envie, c'est tout. Waouh! J'ai bien mis tout le monde dans la merde, là, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que je suis parti de cette scène. Pour faire rire, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de faire rire. C'est pas un gag. On peut faire le même gag à 3 personnes différentes. Et s'il y a 2 personnes qui n'ont pas envie de faire rire, ça ne marchera pas. Et donc, dans votre scène, celle du livre, pas celle de L'aile ou la cuisse, c'est là où c'est assez juste aussi. Il essaye, il est bien embarrassé, de lui expliquer ça, qu'il faudrait avoir envie, en fait, que c'est une dimension de... Et ça, elle ne comprend pas. Avoir envie de faire rire, c'est... Parce qu'elle a une autre demande. Alors, elle, c'est Louise de Savoie, c'est la mère de François Ier. Qui n'est pas très, très rigolote. Non, mais sa demande est tout aussi intéressante. C'est-à-dire qu'elle voudrait faire rire pour être aimée. C'est ça qui est fou. Parce que dans les rires, il y a un peu de « je t'aime ». Eh ouais, c'est ça quand on fait rire quelqu'un. Bah c'est hyper agréable à faire. Ça aussi, on l'a tous ressenti. Sauf si vraiment vous n'avez jamais réussi à faire rire personne. Et là, ça me fout un peu le seum. mais oui, il y a un peu de « je t'aime ». Donc, elle a le pouvoir, cette personne. C'est la mère de François Ier. C'est plus ou moins elle qui gère le business. En tout cas, son fils est roi de France. Mais ça ne suffit pas, il lui manque un truc. Et ça, elle voudrait bien avoir cette faculté, ce pouvoir, cette compétence, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça lui échappe, parce qu'il faut avoir envie, et pas pour des mauvaises raisons. Tintin. Je change de sujet. Ah! Ouais. Parce qu'il y en a... La crise en Syrie. On passe de... Voilà. Ah ouais, attends. Non, parce qu'on était dans L'aile ou la cuisse. Mais il y a quelque chose qui est très bien par ailleurs, et je résume très bien cette scène. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier, qu'on aurait tort d'oublier par rapport à ce livre, c'est la présence d'Erasme. Je parlais tout à l'heure de l'itinéraire formation de Triboulet, et ça revient de façon récurrente. C'est cité textuellement, et donc ça joue à 2 endroits. C'est-à-dire que Erasme, l'éloge de la folie, 1516, vers là, je pense. Ça doit être ça, c'est un livre qui a une importance politique dans l'époque. C'est un livre qui a une importance pour lui,
qui le forme. Et c'était un livre qui, par ailleurs, quand il est cité dans votre texte, parle aussi de la vie de cour, donc de ce qu'est en train de faire Triboulet. Question. C'est ça. Il n'y avait pas de question là, on est d'accord qu'il y avait un point. point d'interrogation. Ok. Une sorte de considération sur laquelle je vous invite à vous glisser. Cher Guillaume Meurice. Ok. Pourquoi Erasme? Glissons-nous. Pourquoi Erasme? Déjà parce que je parle d'un fou de cour, donc je me suis intéressé à la folie à cette époque-là. Et il se trouve que ce texte d'Erasme est très contemporain de Triboulet. Et qu'il est intéressant parce que c'est un des premiers best-sellers. Aujourd'hui, on dirait que c'est un best-seller, mais c'est un des premiers livres qui a vraiment parcouru l'Europe. C'est un livre assez court et assez facile à lire, où Erasme il personnifie la folie, c'est-à-dire qu'il fait parler la folie. En jeu, quoi. Je suis partout, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et c'est intéressant, ça met en perspective qu'est-ce que la folie, quoi. Qui décide de qui est fou? Quelle est la norme? Quelle est la question du point de vue? Donc il y a pas mal de choses qui m'ont fait écho avec ce que je voulais faire vivre à Triboulet. Par exemple, s'il faut prendre des exemples concrets, une scène de chasse, de quel côté est la folie, quoi? Est-ce que la normalité, c'est de faire courir des animaux herbivores qui n'ont rien demandé pour les laisser agoniser, livrés aux chiens? Est-ce que ça, c'est la normalité? Est-ce que ça ne serait pas plutôt la folie? Donc Triboulet, qui est considéré, lui, comme fou, en voyant ça, il se dit, mais qui est le fou dans l'histoire? De même pour une scène de torture, par exemple, au début du livre, il se rend assez rapidement compte que c'est pas lui qui est fou. Donc ça met toujours en perspective la folie, et le livre d'Erasme est construit là-dessus. La folie est présente partout, quoi. Et il pointe du doigt à chaque fois la religion, enfin, je pourrais faire la liste de tout ce qu'il y a dans le livre. Les guerres, évidemment, qui est la folie suprême. Et la guerre, ça revient plusieurs fois. Bah, à l'époque, ça revenait pas mal, ouais. C'était un peu leur occupation principale. C'est vrai. Et tu vois, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la guerre. Bon, ils n'avaient pas de montre, donc ils ne faisaient pas ça. mais voilà, il y a 2-3 descriptions vraiment terribles. C'est décrit. Ouais. Et ce qui est décrit aussi, c'est l'effarement dans lequel ça le met. Oui. Triboulet. Et là, il y a plusieurs. Enfin, il y a une récurrence de ce motif-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose face à quoi il est désarmé. Et il pose lui-même une question. À la limite, je pourrais vous la poser, puisque c'est une question. Ouais. Puisqu'il ne trouve pas la réponse. C'est que fait un fou à la guerre? Parce que le roi l'emmène avec lui. Sur ces ouais, on sait, ça c'est historique. On sait que Louis XII a emmené Triboulet à la guerre. On le sait parce que Jean Marot en fait un poème après, en se foutant de la gueule de Triboulet, qui au premier coup de canon est parti se cacher sous un lit. Donc ça, c'est un vrai texte de Jean Marot, historique. Alors, évidemment, ça on ne le sait pas. Historiquement, on ne sait pas. Peut-être qu'il a besoin d'être diverti, puisque disons la guerre, c'est fatigant. Et que le soir, en rentrant de la guerre, on a bien envie d'un fou, comme maintenant... On regarde la télé, voilà, on regarde une série Netflix, c'était son Netflix de l'époque, on peut imaginer quelque chose comme ça. On peut imaginer que de toute façon, comme à la guerre, il y a aussi des seigneurs, des gens puissants, il a besoin aussi de s'entourer de cette même structure qu'à la cour finalement. Il a besoin d'avoir son bouffon s'il veut aller emmerder tel ou tel seigneur, ou je ne sais pas. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. On sait qu'il y était, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et tout ce qu'on peut imaginer m'intéressait, du coup, j'ai imaginé des choses. Et il y a ce jeu donc, de Triboulet qui n'est pas vous, on le rappelle, mais qui peut s'avérer bien pratique pour réfléchir en fait. Dès lors qu'on était attaché au personnage, il nous est crédible, le jeu on le suit, et ça lui permet de dire des choses. À la suite d'Erasme, là, il y a tout un passage que je ne vais pas chercher dans mes multiples notes, où c'est dans le premier quart du livre, je pense. Où il remet en question ce que serait la beauté, par exemple. Oui. Ouais. Pourquoi ce serait quelque chose de régulier? C'est peut-être face au Louvre, ou je sais plus, face à un monument ou une cathédrale, ou voilà. Pourquoi la beauté serait ce qui est bien rangé? Ça, c'est quand même une manière discrète d'interroger aussi certaines valeurs qui seraient des fausses valeurs. Il a un instinct, comme lui, il est un peu, il n'est pas très symétrique, quoi. Il se dit pourquoi la beauté, ça serait symétrique? Pourquoi la beauté, ça serait je crois que je dois citer la cathédrale Saint-Louis à Blois, quelque chose comme ça, quelque chose de très dans les canons, quoi, très très normatif, quoi. Pourquoi c'est ça la beauté? Et pourquoi c'est pas une tour plus petite que l'autre, ou une tour de travers, et pourquoi la beauté humaine, c'est pas finalement un peu comme lui, un peu boiteux? Pourquoi ça pourrait pas être considéré comme de la beauté? Donc c'est dans le premier quart de livre, donc il est encore assez jeune, mais il a cet instinct-là de se dire tiens, là il y a peut-être quelque chose qui merde, quoi. Peut-être qu'on a des gens ont décidé que la beauté c'était ça, et
Et il dit quelque chose du genre, si c'est ça, la beauté, c'est un truc de Fayot, quoi. C'est juste pour plaire aux puissants qu'on dit, voilà, bah, nous, nos canons de beauté, c'est ça. Et puis tout le monde suit en disant, bah, regardez, monsieur le puissant, j'ai fait quelque chose de très beau. Oh, c'est bien. C'est bien, tu seras architecte à la cour. Mais qu'en fait, c'est de la merde. Bam! Pardon, le bam, c'était pas obligé. Ah, il était bien. Il était bien. Et à un autre moment, il est moins jeune, il s'est formé. C'est quand ça commence un peu à merder pour lui, à devenir un peu chaud. Et d'ailleurs, la situation extérieure aussi. C'est-à-dire, c'est le début de la réforme. Ah oui. Ça va commencer Ouais. à se battre pour des histoires de religion. Et Ouais. il se permet de tenir quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la blague, hein, qui part de sa rhétorique de blague, certes, mais de donner des conseils au roi là-dessus. Et on sent qu'à ce moment-là, sa position, elle est pas stable, quoi. On le regarde en se demandant un peu s'il n'est pas en train de sortir de son rôle, ce qui me semble-t-il fait exactement. Et c'est de la métaphysique, quand même, qu'il en vient faire. Mais vraiment, voilà. mais c'est vrai. Bah, c'est-à-dire, c'est la même chose. Il se pose la question. C'est le début du protestantisme, quoi. C'est l'affaire des placards. C'est une vraie histoire. Donc faut expliquer, parce que moi-même je savais pas avant de le lire, mais voilà. c'est ce qu'on appelait des placards, donc on dirait des feuilles, des tracts aujourd'hui, on dirait, qui ont été placardés, donc qui vantaient le protestantisme. S'il y a des historiens qui écoutent, ils sont en train de prendre feu instantanément. Je résume en gros, voilà, des flyers, comme une campagne électorale pour le protestantisme, donc qui ont été placardés jusqu'à la porte de la chambre du roi, donc il n'était pas content, hein, ce fameux François Ier. Il était fâché et il a allumé des bûchers vraiment pour cramer des gens. Et Triboulet, voyant ça, se dit on n'avait pas dit que Dieu est amour, tout ça c'est des conneries, quoi. Donc il a toujours pareil, il a cet instinct-là de se dire peut-être que la folie, c'est plutôt la personne qui va cramer des gens parce qu'il les soupçonne de ne pas penser exactement la même chose sur un truc dont on n'est pas trop sûr non plus. C'est ça. Et qui possède quand même énormément de contradictions. J'en cite une dans le livre qui est les vœux de pauvreté de Saint François d'Assise et les carrosses des cardinaux. Bon, ça c'est encore maintenant, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais à l'époque c'était déjà le cas. Et Triboulet se pose la question entre ce qu'il a entendu à l'Église, le dogme, et la réalité. Et là c'est exactement la même chose, quoi. Est-ce qu'on n'est pas censé être une religion de paix et de tolérance? Et donc, pareil, rapport à la folie, qu'on peut retrouver aussi, est-ce que c'est pas complètement fou de cramer des gens sur un bûcher? Et j'y pense en vous écoutant, à cet endroit-là, ce renversement-là du langage, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne parfois, certaines de vos chroniques. Autour de l'élément de langage, ou de la méchanceté, ou du lieu commun, hein, qu'il soit un lieu commun du populaire ou l'élément de langage du puissant, de jouer un peu l'idiot et de lire les choses littéralement, ce qui est à la fois une manière de prendre une position idiote, c'est-à-dire comme si on n'avait pas la convention, et en même temps une manière de dire ce que vous dites peut aussi vouloir dire ça. Oui, c'est l'aspect candide, le faux naïf, c'est ça. Moi j'aime bien faire, mais parce que ça permet de mettre du doute face à un discours qui paraît très très construit, très très solide, parce qu'il a été beaucoup répété. Un discours qui paraît solide, c'est juste qu'il a été répété. Mais à partir du moment où moi j'arrive avec ma tête de con et mon micro, et que je dis vous êtes sûr de ça? Et je dis oui, mais alors pourquoi vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous avez comme argument solide pour me prouver ça? Autre que je l'ai entendu hier soir sur CNews. Là, ça devient intéressant. Ouais, mais c'est pas la question que vous posez, parce que vous jouez comme Triboulet, du coup, vous continuez un peu à faire l'idiot. Vous dites, qu'est-ce que vous avez comme argument solide? Non, vous rentrez dans le jeu des gens. Dans le jeu. Ah oui, dans le jeu de langage des gens, voilà. Vous poussez leur raisonnement jusqu'à alors ça induit ça, alors ça induit ça, et à partir du moment où on commence là-dedans, le raisonnement il se casse la gueule tout seul. Donc une posture ou un discours qui était censé être très très solide, en fait, en une question et demie, se casse la gueule tout seul. Bon, là on tisse sur les liens qui apparaissent en plus. Plus on y repense à ce livre, plus des possibilités émergent, mais il y a aussi des différences. C'est-à-dire que si vous écrivez des romans, vous pourriez publier 3 livres de chroniques par an, comme font beaucoup de journalistes ou d'intervenants. Vous publiez un roman tous les 3 ans, puis un roman différent, puis un roman avec un travail de documentation. C'est un travail de romancier. Et je me dis que c'est pas... il y a à la fois du commun, en même temps, c'est pas le même espace. Le même espace mental, le même espace de travail. Ouais. À quelle nécessité ça répond par rapport au rythme quotidien? L'amusement, moi j'ai la chance, l'immense privilège, le luxe, on appelle ça comme on veut,
de pouvoir m'amuser avec différents supports. Donc j'en profite, quoi. Là, il me semble que c'était... Ben, j'ai fait autre chose, j'ai fait des docus. Je fais un docu sur le Café de la Gare, la troupe du Café de la Gare. Enfin, à chaque fois que j'ai une thématique en tête, j'essaie de trouver le meilleur support pour l'exprimer, quoi. Donc là, c'est vraiment de la chance. Il se trouve que, comme j'ai France Inter, soit les éditeurs me proposent, on me dit, tiens, si un jour tu as un bouquin, n'hésite pas. Et c'était pareil pour les boîtes de prod de docu. Donc ça, c'est vraiment c'est le problème de riche, quoi, on a envie de dire. Mais à chaque fois, j'essaie de trouver le support adéquat. Et là, il me semblait que c'était un bon support, un livre pour... Et un roman, c'était encore un meilleur support que je trouve qu'une réflexion sur... Un tract. Un tract, réflexion sur le rire. Non, on n'a pas envie de lire. Mais l'histoire de Triboulet, bouffon de Louis XII et François Ier, qui titille le pouvoir, ouais, je trouve que c'est plus réjouissant. Puis moi, c'est plus réjouissant à écrire pour moi. Hein. Moi, je m'amuse, autant que je m'amuse. Elle est un peu nulle, cette phrase. Tant que on ne la mettra pas en titre de la moi, interview. Tant que je m'amuse, on mettra voter Macron. Non, ben non, n'importe quoi. J'en ai une ou deux dernières. Quand j'ai flingué mon interview toujours sérieuse là pour y revenir, mais du coup, les gens avaient envie en même temps, Guillaume Meurice. Intéressant. Pourquoi il dit voter Macron En même temps, Guillaume Meurice et la littérature. Ouais, ça c'est un bien grand mot. La littérature en France, c'est l'enfer. Ça, c'est un bon titre. Tu mettras ça? La littérature en France, c'est l'enfer. Non, mais tu vois, je dis toujours, c'est gastronomie, littérature, quoi. Ça fout la pression, quoi. En France, tu fais un plat de pâtes. Non, pâtes, c'est italien. Tu fais un cassoulet, un bœuf bourguignon. Maintenant, on en est à réinventer des plats. Non, calmez-vous, on fait de la bouffe. Et la littérature, c'est pareil, quoi. La littérature française, on écrit des histoires, voilà, on partage nos émotions, nos réflexions, voilà, c'est tout. Alors, pas la littérature. Pour moi, tout le monde est romancier, tout le monde est artiste. Pas la littérature. Je sais pas pourquoi je m'énerve comme ça. Non, mais... Parce que j'ai envie d'un peu de clash. Pas la littérature, arrêtez, mais la poésie, monsieur les Français Meurice. sont au courant. Je parlais de poésie, monsieur Oui, Meurice. de poésie. Non, c'est pas la littérature avec tout le sérieux qu'il peut avoir, voilà, les gens peut y avoir derrière. La question de la poésie qui est dans vos deux livres. Oui. Ça vous touche quand même quelque part. Bah oui, la poésie, la poésie me touche. Bah oui. Oui. Je me demande dans quelle mesure c'est un hasard, mais peut-être que ça ne l'est pas. Il faudrait faire un peu de psy. Je ne suis pas passionné de poésie, voilà, c'est ça la question. Ça me touche parce que ce qui m'intéresse, c'est... là, on va faire un truc assez habile, c'est qu'on revient au début de l'interview. Ce qui m'intéresse, c'est la liberté. Dans quel cadre elle s'exprime. Et la poésie, c'est intéressant pour ça. On parle de Rimbaud ou de Cosmé qui travaillent sur des sonnets. Et le sonnet, c'est vraiment très, très, très contraignant quand même. C'est des alexandrins, déjà, c'est contraignant. Et en plus, un certain nombre de vers, c'est contraignant. C'est très, très codifié. Et pourtant, là-dedans, dans ce truc très contraignant, peut surgir la liberté absolue. Ça m'intéresse. J'ai été si dangereux que ça pour la République. Quand ils viennent m'arrêter pour ça, sans déconner, on ne peut plus rien dire. Et dans le même temps, c'est aussi un outil pour le pouvoir. Donc là, je fais le lien avec le deuxième livre, donc dans Le Roi n'avait Paris. Jean Marot, qui est un poète de cour, et son taf, c'était de chanter les louanges du pouvoir. Donc toujours pareil, en poésie. Donc ça peut être aussi comme le rire. La poésie peut aussi devenir un outil du pouvoir, ou en tout cas, un outil, c'est un bien grand mot, mais le pouvoir peut s'en servir, quoi. Bien sûr. Merci de cette interview et merci de ce livre et de vous être prêté au jeu d'aller un peu partout. Merci, Colère du Présent. Merci Colère du Présent. Voilà. Bande de gauchistes.